to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une cinéaste, d'une regrettée cinéaste qui a disparu le 31 juillet 2023. Un film, son dernier posthume, est sorti cette année, le 18 septembre 2024. Le film, c'est Ma vie, ma gueule, et la cinéaste, vous l'avez reconnu, c'est Sophie Fillière. Pourquoi en parler? Parce qu'il faut toujours en parler, déjà d'une, et puis d'autre part, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sophie Fillière, L'endroit de l'envers. C'est édité chez Playlist Society dans une collection qui s'appelle Entretien cinéma, où généralement il y a une introduction, donc un texte analytique, puis ensuite un entretien avec l'auteur ou l'autrice et la filmographie. Là, c'est un peu particulier. Il y a toujours cette introduction, ce texte d'ailleurs qui a été rédigé par mon invité Charlotte Garçon, qui est critique de cinéma et rédactrice en chef adjointe au cahier du cinéma. Il y a un entretien ensuite qui est mené par Quentin Mével et Dominique Toula avec l'autrice, mais pour le dernier film, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, ce sont les collaborateurs et collaboratrices de Sophie Fillière. Et le livre est vraiment passionnant. Il est édité chez Play Society. Et pour nous parler de Sophie Fillière, à peu près une vingtaine de minutes, Charlotte Garçon a accepté de venir et je suis très content. Comment allez-vous? Bonjour Samir, je suis contente d'être ici. Bon, bah, tant mieux. Dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre du site de Play Society. Comme ça, vous pouvez vous le procurer. Première question extrêmement simple pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas trop le cinéma de Sophie Fillière. Déjà, nous expliquer un peu qui était Sophie Fillière, qui était cette cinéaste. Qui était Sophie Fillière, outre d'une personne très chaleureuse, très attachante, que j'ai eu le plaisir de connaître parce qu'elle faisait partie du jury du prix Jean Vigo, auquel j'appartiens aussi. Et ça peut paraître étonnant, mais en tant que critique, en fait, moi, je connais personnellement très peu de cinéastes. Parce que sinon, on ne peut pas travailler sur les films en tant que film. Voilà. Et donc, c'est par ce hasard que j'ai pu la rencontrer. Et c'est vrai qu'on était tous très attachés à elle parce qu'elle avait une présence un peu en retrait au niveau. Elle intervenait de manière très précise, ponctuelle, en posant certaines questions, et en même temps, on la sentait très présente dans une forme de silence. Et d'une certaine façon, en revoyant ces films l'un après l'autre pour écrire ce petit essai introductif au livre, j'ai comme entendu cette espèce de voix et de retrait en même temps qu'elle avait. Et ça m'a touchée à nouveau du côté, cette fois-ci, plus personnel, puisque sa disparition, scandaleuse, injuste, complètement irréelle pour les gens encore qui la connaissaient et qui l'aimaient, continue de nous sembler vraiment je sais pas, une incongruité dont on n'est pas encore remis. Et donc, on se replonge dans ces films aussi pour y trouver une forme de réconfort. C'est rare en fait, c'est rare de faire ça avec les films quand on est critique, finalement. On a toujours d'habitude un rapport plus analytique, quoi. Et là, revoir ces films comme ça, un peu d'un coup pour faire ce livre, alors qu'elle avait déjà disparu, voilà, ça nous a aussi, ça nous servait aussi de réconfort, dans le sens où le côté très singulier de son humour est bien sûr dans chacun de ses films, en même temps qu'une sorte de mélancolie, dont on va peut-être reparler. Cette forme de conversation posthume que vous avez eue en revisitant ces films, pour le coup, est-ce que elle vous a éclairé sur différents aspects que peut-être vous n'aviez pas vu quand vous les découvriez, lorsqu'ils sortaient au cinéma il y a quelques années de cela? Comment ça s'est opéré finalement, tout ça? Du coup, il y a un effet effectivement de récurrence, d'autorisme comme ça qui se produit. Aussi parce que quand quelqu'un est vivant et qu'on le connaît un peu, c'était mon cas, donc un peu, hein, je ne peux pas dire que c'était pas une amie proche, mais on a tendance à justement ne pas faire ce travail. C'est-à-dire qu'on veut laisser ouvert les possibles, et on
on ne fait pas un travail de compilation comme ça dans sa tête sur l'essence. On n'essentialise pas la personne puisqu'elle est là, elle est vivante, voilà, tout est toujours possible. Donc, une fois que l'œuvre se clôt, oui, il y a cet effet de chercher, enfin, en fait, de voir émerger des motifs très forts. Et notamment quand on revient à son premier cours. Enfin, moi, je n'ai pas vu son tout premier cours qui était un film d'école. J'ai vu celui qui est, je crois, le film de sortie de la Fémis. Qui est des filles et des chiens, où deux jeunes filles, enfin deux jeunes lycéennes parlent entre elles et jouent à un jeu assez cruel sur est-ce que tu préférerais que ton père soit au chômage ou que tu sortes plus jamais avec un mec ou ce genre de pari d'alternative cruelle. Bon, il apparaît quand même beaucoup qu'il y a une forme de trivialité, de plaisir, en fait, notamment à travers un point de vue féminin, ce qui est un peu transgressif encore aujourd'hui, de faire parler de choses inconfortables, triviales, voilà, de situations gênantes. Il y a ce néologisme maintenant qui s'appelle la gênance. Ouais, la gênance qui me fait rire, même dans son côté impropre, morphologiquement, quoi. Et finalement, je trouve qu'on retrouve ça dans pas mal de ces films, y compris une gênance par rapport à soi-même. Donc, soit quand l'héroïne, parce que ce sont souvent, voire exclusivement des héroïnes, ce sont quand même un peu beaucoup des alter ego de Sophie Fillière elle-même. Cette gêne, cette honte devient une sorte de vergogne ou de voilà face à soi-même au miroir. Dans Ma vie, ma gueule, par exemple, je me souviens qu'elle se maquille. Donc l'héroïne jouée par Agnès Jaoui se maquille, puis à la fin elle se regarde, puis elle se fait un doigt d'honneur dans le miroir. Ce qui récemment est intéressant parce que est sorti le film de Substance de Coralie Farja, où il y a aussi une scène au miroir de l'héroïne où elle devient monstrueuse en fait, en essayant de s'améliorer, de réparer les traces de l'âge sur son visage. Enfin, ça devient un truc de clown horrifique, quoi. Et finalement, les deux sont assez proches. D'une certaine façon, il y en a une où c'est voilà vers l'outrance, etc. Sophie Fillière, c'est autre chose. Justement, cette gênance, c'est plus une suspension. Et son cinéma, il est assez nuancé. Il est assez. L'écriture du gag n'est pas outrée. Donc, il y a aussi peut-être des gens qui trouvent cet humour trop feutré, peut-être, ou pas dans l'éclat, quoi. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire par là, mais ils ont tort. Voilà, ils ont tort. Ils ont tort. Non, très sérieusement, vous évoquez le miroir, mais chez Farja, on est plus dans un, bon, c'est pas à vous que je vais le dire, mais on est plus dans un syndrome Dorian Gray. Là, ce serait peut-être autre chose, ce serait différent. Par exemple, j'ai retenu, j'avais jamais pensé, mais c'est très simple. En fait, j'aime bien l'idée de personnages filiériens. Il y a quelque chose de très beau dans ce mot. Il y a 2-3 syllabes, 2-3 mots qui essaient de cohabiter. Bah, ce serait quoi un personnage, voire une personnage ou un personnage, je ne sais pas, filiérienne, ce serait quoi exactement? Mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui génère du doute, qui génère de la gêne, justement, une espèce de petite machine à recréer de la gêne dans les situations, même quand l'interlocuteur retombe sur ses pattes, a tous les codes sociaux pour faire que bon, c'est bon, ça passe, le petit moment de gêne est passé. Et en fait, bah non, il y a toujours une question d'après dans le jeu des deux jeunes filles dont je parlais, ou bien il y a toujours, alors en particulier dans le film qui s'appelle Aïe, dans lequel c'est Hélène Fillière, donc la sœur de Sophie Fillière, qui joue un personnage pour le moins étrange. D'ailleurs, tellement étrange qu'elle dira, et on ne sait pas si elle a fabule ou pas, qu'elle vient d'une autre planète dans laquelle tout est rigoureusement pareil à la nôtre, et où en fait c'est une espèce de doublure de la planète, voilà, avec un côté borgésien, quoi, à quoi ça sert une autre planète si c'est pas différent. Et donc on est coincé en même temps. Il y a une idée qu'on est coincé dans le même quand on veut pouvoir être autre. Donc par exemple le personnage qui est surnommé Aïe, qui s'appelle vraiment Aïe dans le film du même nom, ne serait-ce que d'être appelé par tout son entourage Aïe,
donc d'une onomatopée plutôt douloureuse. Voilà, ça définit assez bien. Il y a aussi Fontaine-le-Gloup, personnage joué par Emmanuel DeVos. Donc voilà, on est toujours dans des personnages qui sont, leur nom est proche de l'onomatopée. C'est comme si c'était comment dire, infra-onomastique, quoi. Elles ont un nom, elles ont soi-disant une identité, mais en réalité, comme dans tout bon burlesque qui se respecte, on est, en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, on n'est pas loin de retomber dans le statut de chose. Voilà, et il me semble que quelque chose reste de cela dans ces personnages. C'est pas dit, hein, c'est pas explicite, mais l'idée qu'on peut aussi se sentir un truc, une chose, un machin qui est ballotté, quoi. Et ça, je connais pas d'autres cinéastes contemporaines qui arrivent à le faire sentir. Alors, principalement dans des dialogues, dans des situations de dialogue, soit avec un homme, soit avec une autre femme. Voilà, par diverses actrices. Souvent, l'actrice joue un rôle de soit d'écrivaine, enfin, soit de voilà, qui ressemble au travail de scénariste et de dialoguiste et de cinéaste qui était Sophie Fillière. Donc il y a cette question de est-ce que je peux produire en fait? Est-ce que il y a cette réflexion que se fait Chiara Mastroianni dans, je ne vais plus trouver le titre du film, vous voyez le film Oui, c'est dont je parle, que je ne dis pas de bêtises, c'est pas je continue, c'est un où elle chat, je joue, crois. voilà, un chat, où elle Enfin, joue Nathalie, qui s'appelle en fait Célimène. Enfin, c'est toujours compliqué les noms. C'est toujours à plusieurs facettes, et où elle dit non mais non seulement j'ai pas l'ombre d'une idée pour le texte, le roman qu'elle est censée écrire, mais en plus si j'avais une idée, qu'est-ce que ça aurait à voir avec écrire? Vous voyez ouais. l'espèce de décrochage de choses à deux niveaux. Bon, l'idée de la page blanche, de l'angoisse de la page blanche, ça va, on connaît, on a vu aussi des représentations au cinéma. Mais tout à coup, il y a ce décrochage de mais en plus, si j'avais une idée, il n'y aurait aucun rapport avec le fait d'écrire. Et là, voilà, c'est dans cette espèce de crevasse qu'elle ouvre tout le temps. Que s'inscrit le côté assez déchirant aussi quand même de son cinéma, quoi. Il y a toujours un hiatus à soi et aux autres. J'emploie le mot hiatus parce que c'est employé dans l'un des dialogues, Oui. justement par cette écrivaine qui le dit à un personnage plus jeune, joué par Agathe Bonitzer, donc la fille de Sophie Fillière dans La vie réelle, mais qui est une espèce de fille comment dire, spirituelle du personnage, et elle dit mais de toute façon nous sommes des hiatus. Donc j'ai un peu repris ça, cette idée du hiatus, comme étant emblématique de la conception du sujet, au sens il n'y a pas d'identité à soi, quoi. Enfin c'est très simple, c'est la vérité en réalité, mais on fait tout pour le nier dans la vie. Mais vous dites aussi que hiatus, au sens étymologique du terme, c'est l'ouverture. Mm. Et ça, Oui, bien sûr, heureusement, oui. oui. C'est-à-dire que grâce à ça, parce qu'il n'y a pas d'identité à soi ou d'identité à soi évidente, toutes les fictions sont possibles. Alors, l'extrême, c'est la science-fiction de La Belle et la Belle, le film, avec aussi d'ailleurs Agathe Bonitzer et avec Sandrine Kiberlin, dans lequel à un moment, elles ne se connaissent pas, et à une soirée, elles sont dans la même salle de bain, et puis elles sont à un miroir à double, un grand miroir comme ça, et tout à coup, elles s'aperçoivent que l'une est l'incarnation de l'autre 20 ans auparavant. C'est pour ça que quand je vous faisais le rapprochement avec The Substance de Coralie Farja, qu'on aura peut-être tous bientôt oublié, euh, en réalité, il y a quand même un effet Dorian Gray Ouais. dans La Belle et la Belle, d'une certaine façon. Ouais, c'est vrai. Restons sur les noms propres, ou les mots, ou les noms qui sont assez particuliers chez Sophie Fillière. Et en même temps, ça me permettra comme ça d'évoquer la filmographie. En 91, donc, il y a Des filles et des chiens, qui est un court-métrage de 5 minutes. En 94, donc, son premier long métrage, Grande Petite. Aïe, 6 ans plus tard, en 2000. Ensuite, il y a Gentille en 2005. Un chat en 2009. Arrête ou je continue en 2014. La Belle et la Belle en 2018. Et malheureusement, son dernier film, Ma vie, ma gueule, en 2024. Vous parlez de ça, du rapport au titre. Et il y a comme ça, quand on voit Ma vie, ma gueule, bon, on pense
parfois un titre, enfin, en tout cas, un semblant de titre d'une musique, peut-être de Johnny Hallyday, je ne sais pas. Mais est-ce que ce serait ça finalement est-ce que pour comprendre le cinéma Sophie Filière, déjà, il faut commencer par se poser et regarder les titres, voire même les écouter. Et est-ce qu'il y aurait un lien aussi avec le rythme de ces films dont vous évoquez très souvent le prince, le roi de la comédie, c'est-à-dire le Lubitsch, et il y a de cela un peu, voilà. Tout ça, est-ce que c'est aussi un Oui, vous aspect? avez raison de mettre l'accent sur une forme de musicalité et en même temps, bien sûr que les rythmes, ils ont aussi un sens et déjà même un sens humoristique parce que je me souviens très bien quand elle avait annoncé, dans les cahiers, on a ce truc récurrent tous les mois de janvier de dire voilà, il va y avoir tel et tel film que nous, on attend. En tout cas, qu'on est impatient de voir et on avait fait ça avec elle et elle nous avait donné très peu d'éléments. Donc les cinéastes nous fournissent les éléments qu'ils veulent sur le film qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, ce film, ce titre seul était déjà drôle. C'est vrai que Ma vie, ma gueule, on a l'impression déjà d'une critique de l'autofiction contemporaine, parce que c'est vrai que c'est un peu le genre dominant, notamment chez les autrices, mais tout ça est une demande des éditeurs, je pense, beaucoup. Mais donc voilà, cette idée ma vie, ma gueule, on voit tout de suite une autodérision, quelque chose qui se confirme complètement dans le film. C'est cette espèce de violence que le personnage sent dans le monde. Ça va loin, hein, puisque dans Ma vie, ma gueule, elle va finir par délibérément se faire interner. Enfin, je veux dire, psychiquement, mentalement, elle est altérée, elle est affectée. Et en même temps, le côté, comment dire, la violence qu'elle s'inflige presque elle-même par le gag, par le fait de se faire un doigt d'honneur dans la glace, voilà. Donc il y a ce côté potentiellement violent, je dirais, dans ces films. De même que appeler un film gentil, c'est aussi la promesse. On entend très bien trop gentil derrière, enfin voilà, trop bonne, trop conne, voilà, ce genre de choses. Ça provoque toujours une sorte de rêverie qu'on a raison de créer. Mais en tout cas, elle suscite de la fiction. L'idée de générer de la fiction, enfin d'être comme ça une petite, voilà, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ces films, on sent ça. On sent ces moments de création, des petites sources, quoi, des fontaines justement de situations fictionnelles qui l'intéressent. Et moi, c'est ce que je trouve généreux dans son cinéma. C'est-à-dire qu'elle prend pas une petite idée et c'est le pitch et elle va l'exploiter et le traire jusqu'à plus soif. Non, elle dépose plein d'idées de gags, etc., sur lesquelles elle passe, ne serait-ce que au début de Arrête ou je continue, entre Emmanuel DeVos et Amalric, où ils sont ensemble à une soirée, et puis un vernissage. Bon, déjà, ça donne lieu à des choses assez satiriques. Et puis ensuite, ils sortent et ils prennent le bus, très bêtement, mais le type monte dans le bus sans s'assurer que sa femme est montée aussi. Rien que ça, en fait. Un décalage qui est digne du gag du train qui est décalé par rapport au quai dans Le Dictateur de Chaplin entre Napaloni et Hinkle. Donc, en fait, c'est à la fois des petites choses, mais qui jouent toujours sur le décalage. Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dès le travail du titre. Bah, c'est même, vous l'évoquez dans votre texte, le gag dans le même film, je crois. Amalric, on croit qu'il pleure, il est de dos. Enfin, Emmanuel DeVos pense qu'il pleure et finalement il rigole. C'est un clin d'œil au gag de Chaplin. Je ne sais plus dans quel film, j'en suis désolé. Dans L'homme au masque de fer, The Idol Class, voilà. Où il s'est fait quitter par sa femme. On voit la photo de sa femme de face et lui, il est de dos. Et sans doute, il s'est fait quitter, je me souviens plus, parce qu'il est alcoolique. Bon, voilà, c'est une situation assez mélodramatique. Effectivement, il pleure, donc son dos est comme ça secoué de sanglots. Et puis, quand il se retourne, on voit qu'il est en train de se faire un cocktail et qu'il est là avec son shaker. Et c'est très drôle. Il y a quelque chose, oui, je pense que c'est une citation dans le film de Filière, mais ce qui est intéressant, c'est que donc elle reste, donc en fait il est au téléphone, un peu en messe basse, donc on se dit qu'il est sans doute avec avec une autre femme, quoi. Et en fait, quand il se retourne, effectivement, il riait au lieu de pleurer, mais
la différence avec Chaplin, disons, c'est qu'elle reste, elle reste dans le temps mort d'après. Et donc, on reste dans le point de vue de sa femme qui le regarde et qui, tout à coup, on voit dans ses yeux qu'elle se dit, mais qui est cet homme? Enfin, c'est-à-dire, je ne le connais pas, je ne le connais plus, il y a une défamiliarisation du corps de l'autre. Tout à coup, j'ai pas vu que ce corps, il était en train de rire au lieu de pleurer, quoi. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le film quand un matin, il lui dit, mais en fait, t'as pas dormi dans le lit, tu as dormi sur le canapé cette nuit. Elle dit, non, non, j'ai été bien dans le lit. Et il dit, rien senti, comme ça. C'est terrible, quoi. Et c'est comme ça que commence la séparation. C'est vraiment une séparation de corps, au sens littéral du terme. Et bon, voilà. Alors, on peut dire c'est dans des petites choses. Faut faire peut-être un peu attention avec ce, avec ce truc d'une femme cinéaste qui serait artiste du petit détail, quoi, de la petite gorgée de bière. Voilà, c'est pas ça non plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus quand même solide qui se construit dans la récurrence de tous ces trucs. C'est pas juste une collection de névroses, d'une sorte d'alter ego qui irait de film en film. Enfin, je pense. Bah, restons. Par exemple, si on prend le dernier film, Ma vie, ma gueule, est-ce qu'un personnage filérien, c'est quelqu'un, voire quelqu'une souvent, qui se met délibérément des obstacles pour retarder le moment où ce personnage se dira finalement, ce monde me débecque, je préfère être interné. Ou alors, c'est les autres qui mettent des obstacles à ce personnage filérien. Oui, bah, je dirais qu'on peut toujours considérer les autres comme des obstacles. Exemple, ce type qu'elle rencontre, donc on croit que c'est une sorte de copain d'avant, on croit à un moment que ça va être des retrouvailles amoureuses, c'est une sorte de dragueur comme ça, on sait pas trop, et en fait ça vire à la paranoïa pour elle, c'est-à-dire qu'elle se dit, mais ce type-là, en fait, c'est la mort, il vient me porter malheur. Enfin, c'est même la personnification de la mort. D'ailleurs, il y avait déjà une personnification de la mort sous les traits de Eric Elmosnino dans un précédent film, sauf que le type était au bout du rouleau, quoi. On aurait dit un peu un personnage du Père Noël est une ordure. Voilà, il sonne chez la personne chez qui il est censé, dont il est censé être la mort, et en fait, il lui taxe une cigarette. Il est complètement, c'est une sorte de travailleur exploité en burn-out et tout. Là, c'est plus inquiétant parce que ce qui peut être une seconde chance amoureuse pour cette femme qui a plus de 50 ans, à travers des retrouvailles avec quelqu'un qu'elle aurait connu dans l'adolescence et tout. Voilà, elle est pas capable de le voir comme ça, en tout cas de croire à cette fiction, si c'en est une, peu importe. Voilà, et ça vire à l'angoisse de la mort, qui est quelque chose de récurrent, y compris dans l'écriture de ce film, même quand elle ne savait pas encore qu'elle était elle-même malade. Alors, je rappelle, Sophie Fillier, À l'endroit de l'envers, c'est un livre édité chez Playlist Society, avec donc un texte analytique d'introduction rédigé par Charlotte Garçon. Et puis ensuite, il y a un entretien avec la cinéaste, mené par Quentin Mével et Dominique Toula. Et pour le dernier film, malheureusement, eh bien, l'entretien ne se fait pas avec la cinéaste qui est décédée, mais avec les collaboratrices et collaborateurs. On n'a pas tout dit sur Sophie Fillier. Déjà, il faut prendre le temps de voir ou revoir ses films. Ça va être un gros conseil. Et puis ensuite, lire le livre. Une dernière petite question que tu as un peu ludique pour le coup. Je me le permets parce que vous l'évoquez dans le texte. Il y a aussi... est-ce que certains films de Sophie Fillier dialoguent aussi avec d'autres cinéastes de sa génération, comme Desplechin, comme Romer? Je connais un peu la réponse, mais c'est pour ça que je me permets de vous la poser, cette question. Oui, c'est sans doute. Alors moi, j'ai pas lu tellement de choses d'elle qui en parleraient, mais effectivement, elle est congénère comme ça à la Fémis. Donc il y a une proximité. Elle a travaillé avec des gens dans le cinéma français en tant que scénariste, dialoguiste. Donc c'était pas quelqu'un qui était coupé, qui avait uniquement son univers comme une espèce de bulle narcissique. C'est pas parce qu'on fait des films qui s'apparentent à des autofictions qu'on est de caractère comme ça, solipsiste. Donc, bien sûr qu'on peut voir des proximités, un peu comme dans une fratrie.
je dirais plus que comme un lien d'une génération à l'autre. Par exemple, entre Desplechin et elle. Et sur Rohmer, bien sûr, je dirais que elle n'est pas la seule hein, à avoir vu cela, mais je dirais que l'idée d'une cruauté, en fait, de l'enregistrement cinématographique est mise en tension avec les stratagèmes des personnages. C'est-à-dire que chacun a des choses à dire sur soi et aux autres, y compris des mensonges, des choses un peu maquillées comme ça, et la caméra est là et les enregistre, et en les enregistrant, elle enregistre le fait qu'ils sont en train de mentir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on voit beaucoup ça chez Rohmer, et je pense que c'est c'est quelque chose qu'elle avait elle-même assimilé fortement. Mais peut-être que vous pensiez à autre chose dans le... Non, c'était exactement ça. Enfin, surtout par rapport au fait que quand on revoit Amalric et De Vos, c'est ce que vous dites dans le bouquin. Bon, effectivement, on pense très vite à une partie de comment je me suis disputé ma vie sexuelle, parce que ils étaient aussi couple dans le film. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que chez Filière, forcément, on est un peu plus du côté de la femme. Oui, mais c'est qu'à l'époque, voilà, c'est qu'à l'époque, on ne se doutait pas forcément de ça. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, et ça permet de revisiter aussi tout Desplechin. Voilà, c'est dit. Mais vous avez raison, vous avez entièrement raison. Bon, le livre Sophie Filière, L'endroit de l'envers, dans le descriptif, le lien, vous cliquez dessus pour vous procurer ce livre, et je vous invite vraiment. Je ne sais pas si Ma vie, ma gueule est encore accessible. Voilà, il faut peut-être dire que ces films ne sont pas faciles à voir. Et à revoir. Il y a des DVD, etc. Mais ce serait bien qu'il y ait une concertation entre les différents distributeurs, parce que j'imagine que ça ne doit pas être les mêmes, j'ai oublié, mais voilà, pour qu'il y ait des vraies ressorties de tous ces films, et que ça fasse l'objet d'une rétrospective qui dure dans les salles, quoi. Je suis sûr que ça va, que quelque chose, en tout cas, ça va se faire, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Charlotte Garçon, d'avoir pris le temps de nous répondre à vos questions, et puis à très vite. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.